Écoutez, pour commencer, je vous propose un petit rappel des enjeux en compagnie de Pierre-Louis Ragon, si vous voulez bien me rejoindre. Pierre-Louis, vous êtes chercheur associé à l'International Council of Clean Transportation et j'ai lancé un défi à Pierre-Louis, nous expliquer en 5 questions l'enjeu de la décarbonation du transport de marchandises. Alors, je vous accorde une question supplémentaire peut-être. Dites-nous en un mot, comment est-ce qu'on peut présenter l'ICCT? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors l'ICCT, International Council on Clean Transportation, c'est un organisme indépendant à but non lucratif qui a été fondé en 2001 aux États-Unis initialement, dans le but de fournir de la recherche et des analyses techniques et scientifiques aux réglementations européennes, environnementales. Donc, initialement, ça a été créé dans le cadre de l'harmonisation des normes d'émissions de polluants des moteurs à combustion, les fameuses normes Euro en Europe. Donc, avec vraiment une expertise technique sur les véhicules de base, plutôt sur le côté motorisation thermique, mais avec le temps, on a diversifié et on fait de plus en plus de travail sur la décarbonation et sur l'électrification dans différents modes de transport, donc la route bien évidemment on a commencé, mais aussi l'aviation, le transport maritime et les carburants. On a à peu près 130 chercheurs dans le monde, basés aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Inde, au Brésil. Pour ma part, donc, je travaille dans le secteur heavy duty, donc transport véhicules lourds, sur principalement la décarbonisation du transport routier de marchandises. Alors, la ministre a déjà évoqué un ou deux chiffres, mais quels sont les chiffres clés qu'on doit avoir en tête sur les besoins de décarbonation? Alors, tout part, je vais dire, des objectifs européens qui sont d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire de moins de 55% d'émissions de CO2 à horizon 2030. Et donc, pour ça demande effectivement un plan massif de décarbonisation et de transition énergétique. Peut-être l'outil principal pour atteindre cet objectif aujourd'hui, ce sont les normes européennes d'émissions de CO2 pour les poids lourds. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des normes européennes qui sont en place depuis 2019 pour les émissions de CO2 des nouveaux poids lourds vendus sur le marché européen, qui fixent des objectifs de réduction d'émissions de 15% à horizon 2025 et 30% à horizon 2030. Ces normes, elles sont en ce moment en train d'être revues et les nouvelles normes devraient être adoptées d'ici les élections européennes de 2024. Et les objectifs proposés par la Commission européenne, ce sont des objectifs de réduction des émissions de CO2 de 45% à horizon 2030, 65% à horizon 2035 et 90% à horizon 2040. Donc ça, on parle vraiment d'une décarbonation massive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne à la fois une feuille de route assez claire avec un timing et des objectifs, mais ça donne aussi une visibilité et une clarité pour les constructeurs automobiles pour faire les investissements nécessaires dans les technologies zéro émission qui permettront d'atteindre ces objectifs. Ils sont crédibles, ces objectifs? Alors, ils sont crédibles, et ils sont crédibles parce que l'ensemble des constructeurs européens aujourd'hui ont commencé à investir de manière plus ou moins massive dans les technologies zéro émission qui permettront d'atteindre ces objectifs. C'est quoi les technologies, si on rentre dans le détail des technologies? Alors, il y a plusieurs technologies qui sont considérées, mais il faut savoir que le camion électrique à batterie, aujourd'hui, c'est la solution privilégiée pour les constructeurs. C'est la technologie qui concentre la plupart des investissements des constructeurs, qui ont pour la plupart déjà des modèles qui sont disponibles aujourd'hui. Et les raisons sont multiples. D'un point de vue économique, bon, peut-être d'abord parce que la maturité technologique est la plus avancée. Et d'un point de vue économique aussi, c'est la technologie qui présente le plus d'opportunités économiques. La plupart, comme je l'ai dit, des constructeurs ont déjà une offre sur le marché aujourd'hui qui reste cependant limitée. On a des camions qui ont des autonomies entre 250 et 300 km maximum.
mais on devrait avoir des modèles à horizon 2024-2025 qui couvrent des distances plus longues avec des autonomies allant jusqu'à 400-500 km. Ce qui peut aussi être étendu avec une charge rapide jusqu'à 800 km. Et c'est là que, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais la mise en place des standards pour la recharge rapide, c'est vraiment un élément clé qui va permettre de développer la mobilité électrique. Il y a d'autres technologies à part ces batteries ou Il y a d'autres technologies. Alors, ce qu'on voit, c'est que nous, donc l'électrique, ça devrait quand même être le gros du morceau. Voilà, le gros du morceau. Et puis surtout pour les cas d'application du long routier sur des camions qui roulent peut-être dans des espaces où il y a moins d'accès à l'infrastructure. On a d'autres technologies. Alors la principale étant probablement l'hydrogène, soit par vecteur d'électrification avec les piles à combustible, soit directement en tant que combustion. Le frein principal à l'hydrogène aujourd'hui, c'est le coût du carburant. On est sur des estimations entre 6 et 7 euros par kilogramme en 2030, alors qu'il faudrait, selon l'ICT, 4 euros par kilogramme pour que la technologie puisse être compétitive. Après, on a aussi donc, tout ce qui est carburant de synthèse et bioénergie, mais ça, c'est un débat à part entière dans lequel je pense qu'il vaut mieux ne peut-être pas rentrer maintenant, sinon je passerai le reste de mes 15 minutes à parler de ce sujet. Juste en un mot sur les bio, c'est une vraie voie de réflexion ou ce sera rapidement bouché par manque de... Alors pour l'instant, déjà, c'est plus vu comme un carburant de transition, parce qu'à terme, avec les normes européennes, même si c'est biocarburant, ça passera dans les normes. Et puis surtout, il y a des disponibilités limitées en fait, de carburants qui sont vraiment d'origine renouvelable, on va dire. Sur les batteries, on dit en général qu'on peut manquer de lithium. Ce sera vrai pour vos batteries à vous ou là, il y a moins de volume? Alors moi, personnellement, je ne fabrique pas de batterie. C'est un des sujets sur lesquels j'essaie de me renseigner un peu plus, c'est quelles sont vraiment les chaînes de valeur qui sont mises en place aujourd'hui en Europe. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est très dépendant de la Chine sur l'approvisionnement en batterie et aussi en ressources de lithium. Mais c'est quelque chose sur lequel les constructeurs sont en train de travailler. Et c'est une problématique qui tient davantage à la mise en place des chaînes de valeur d'extraction plutôt qu'à la disponibilité en matières premières en fait. Essentiellement, bon, après sans rentrer trop dans les détails, on a aussi différents types de technologies de batteries, certaines qui sont plus demandantes en matériaux comme le cuivre ou le cobalt qui sont plus critiques, d'autres comme les batteries LFP, donc lithium, fer, phosphate, qui sont moins intensives, on va dire, dans ces matériaux qui sont un petit peu plus critiques. Aujourd'hui, c'est quoi les leviers d'action pour accélérer, j'ai envie de dire, et rejoindre ces objectifs fixés par l'Europe? Alors, ils sont multiples. Moi, je dirais que probablement le plus important, c'est l'infrastructure de recharge. Donc, on aura la chance d'entendre un peu plus à ce sujet dans la suite du colloque. Mais il faut savoir que donc, pour les camions électriques, il y a une grosse partie de la recharge qui sera faite de nuit. Alors, pour les camions qui retournent à un dépôt de manière régulière, ce sera fait en dépôt. Et ça couvrira une partie des besoins. Et le reste, ce sera fait donc soit à destination, donc, typiquement dans les zones de charge-décharge, ou dans des centres logistiques comme des ports ou des centres multimodaux. Et puis la recharge en itinérance. Alors, il faut savoir qu'en Europe, on vient d'adopter une régulation sur le ravitaillement en carburant alternatif, l'AFIR, qui fixe des objectifs de déploiement de bornes de recharge tous les 60 km à horizon 2030 sur le réseau européen de transport. Et selon les études ICT, ça devrait couvrir entre 70 et 80% des besoins de recharge en itinérance pour les camions lourds, ce qui est déjà très bien, puisque l'objectif de la régulation n'est pas de couvrir tous les besoins, mais de vraiment booster le développement initial du marché. Et puis on a un certain nombre d'acteurs, à l'instar de Milence, qui est une joint venture des principaux constructeurs européens, certains des principaux, Daimler, Traton, donc Volkswagen et Volvo, pour déployer jusqu'à 1700 points de recharge à l'horizon 2030 sur le réseau européen. Le deuxième levier d'action, peut-être principal que je veux mentionner, c'est le financement. J'ai mentionné que si on regarde le coût total de possession, les camions électriques peuvent présenter une vraie opportunité économique pour les transporteurs, avec pour l'instant la présence d'aides
à l'achat et d'un appel à projet qui est connu un franc succès en 2023 et qui devrait être, avec les 1,5 milliard bloqués dans le budget pour la route, étendu en 2024. Donc ces aides qui permettent un TCO positif et qui, à terme, le TCO positif sera aussi atteint sans ces aides. Mais ce sont des aides qui sont pas forcément, et des mesures politiques qui ne sont pas forcément extrêmement pérennes. Donc il y a aussi un challenge pour attirer de plus en plus d'investissements privés. Et il y a des business models à développer. Donc la plupart des constructeurs aujourd'hui ont des solutions de leasing, y compris pour les camions en diesel. Et à terme, il y a d'autres solutions, des solutions un peu clés en main, qui comprennent donc le véhicule, l'infrastructure, sur un mode de paiement mensuel comme un loyer, qui peuvent aussi aider les transporteurs qui veulent passer dès aujourd'hui à l'électrique. Peut-être aussi mentionner un point qui est un vrai avantage du first mover, comme on dit en anglais, donc d'électrifier en premier, c'est qu'il y a un des challenges liés au développement de l'infrastructure, c'est l'accès au réseau électrique, notamment dans des zones où il y a des zones industrielles fortes, où il y aura beaucoup de trafic. Et donc là, effectivement, les premiers venus sont les premiers servis en termes d'accès au réseau électrique. Vous évoquiez le fait que l'ICCT est présent dans le monde entier. Alors peut-être que vous pouvez nous donner un ou deux éclairages sur ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que le premier pays peut-être à mentionner, c'est la Chine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine concentre entre 80 et 90% des ventes de camions électriques dans le monde. Donc c'est vraiment une majorité écrasante et c'est poussé par principalement la filière batterie qui est très développée là-bas, avec des constructeurs de batteries comme Cattel. Et à l'inverse, on a une idée de ce que représentent les camions à batterie sur le parc chinois ou Alors, j'ai pas le chiffre en tête. Je sais que c'est essentiellement poussé par les bus et le marché des camions se développe de plus en plus. J'ai pas les chiffres en tête. Ce que je sais, c'est que à l'instar de ce qui est fait un peu sur les voitures, les constructeurs de bus donc chinois commencent à arriver en Europe avec des constructeurs comme BYD ou Yutong. Et c'est pas impossible que la même chose arrive pour les camions. Donc ça, c'est peut-être le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est peut-être ce qui est fait en Californie. Donc certains d'entre vous sauront peut-être que la Californie a fini par adopter, il y a un mois, je pense, leur règlement Advanced Clean Fleets, ACF. C'est un règlement qui fixe des quotas d'électrification pour les transporteurs, avec une feuille de route timée qui est très précise et qui étend même un objectif de 100% de vente pour les constructeurs à horizon 2036. Et peut-être le dernier, c'est un peu plus proche de nous, mais en Allemagne. Donc les Allemands ont un schéma directeur pour le déploiement d'infrastructures de recharge qui est assez précis, leur Masterplan Ladeinfrastruktur, dans lequel ils ont, en partenariat avec les constructeurs, identifié quels seront les endroits clés pour le déploiement d'infrastructures. Et ils devraient lancer ici, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, un appel d'offres pour des opérateurs de bornes de recharge privées afin de développer le réseau, d'atteindre les objectifs fixés par la régulation AFIR et même aller au-delà. Et je sais aussi que d'autres pays, l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas travaillent aussi sur des appels d'offres similaires. Les opérateurs français peuvent postuler ? Absolument, absolument. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'énergéticiens en France qui sont de plus en plus impliqués dans le développement de d'infrastructures de recharge pour poids lourds. Total Energy, Engie. C'est le cas aussi dans d'autres pays. Mais c'est un marché qui est encore relativement peu développé, où il y a assez peu d'acteurs aujourd'hui. Donc c'est très ouvert à la compétition et ce sera clairement une des clés pour le succès de la transition électrique. On a un tout petit peu d'avance, hein, faut en profiter. Est-ce que vous avez une ou deux questions Est-ce que vous souhaitez poser une ou deux questions ? Je crois qu'il y a des micros dans les étages. C'est la première fois que je pose la question, hein, mais bon, on peut garder notre avance. Hein, moi, en tant que... Hop, une question là-bas. Je ne vous vois pas, je suis confuse. Si vous vous présentez en un mot peut-être. Hein.
Bonjour, Valentine Desremeaux, je travaille chez Mott MacDonald. Je voulais un peu savoir, vous faites vos recherches en fonction des TCO, vous avez parlé beaucoup de business model, mais comment est-ce que vous faites le lien entre du coup, ces opérateurs et les gens qui vont se servir des camions électriques en changeant dans l'électricité et le lien pour que ce soit bénéfique pour eux, est-ce que vous faites le lien entre les deux? Ouais, c'est important pour nous dans nos recherches de prendre aussi le point de vue des opérateurs de transport. C'est pour ça que de tous les genres d'études Total Cost of Ownership, pour voir un peu quel est le coût réel d'utilisation. Ce sont des études importantes pour nous. On essaye d'intégrer un maximum les données des opérateurs de transport. Donc sans faire trop de promotion, c'est un des aspects où on a parfois du mal à avoir de l'accès aux données. Donc si les transporteurs veulent nous démarquer, nous donner des données, nous on est toujours content d'essayer de faire en sorte que nos études soient le plus liées possible aux vraies données d'utilisation des camions. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis on fait des études, on essaye de parler avec eux. On est engagé avec ECTA, qui est une association de transporteurs européens qui acte pour la décarbonation, pour essayer de comprendre quels sont les challenges pour eux. C'est comme ça qu'on a identifié depuis des années que l'infrastructure est un problème, que le financement est un problème majeur pour eux. Mais voilà, on essaye de parler un maximum aux transporteurs pour essayer d'avoir l'expérience un peu sur le terrain de qu'est-ce que c'est de transitionner à l'électrique. Ok, merci. Et est-ce que je peux poser une deuxième question du coup? C'est pas sur le même sujet, mais c'est par rapport à du coup l'électrification. Vous avez parlé de l'Allemagne. Et est-ce que en fonction parce que l'Allemagne, l'électricité qu'ils utilisent n'est pas forcément décarbonée, entre guillemets. Et est-ce que vous avez considéré le fait d'utiliser un camion électrique versus utiliser du pétrole? Est-ce que le taux de carbonation est en fait moins élevé ou plus élevé, ou comment ça marche? Oui, bien sûr, le potentiel de décarbonation est lié à l'intensité carbone de l'électricité. Ce qu'on voit au niveau mondial, c'est que l'électrique, c'est environ 60% de moins en émissions à cycle de vie. Donc pour l'Allemagne, j'ai pas les chiffres en tête, ce sera probablement un peu moins. Pour la France, c'est plus autour de 80%, puisqu'on a une énergie qui est plus décarbonée. Mais on sera toujours entre 50 et 60% d'émissions de moins en cycle de vie par rapport à du diesel. Et ce qui reste aussi supérieur à, par exemple, l'hydrogène avec des piles à combustible. Ok, merci beaucoup. Peut-être en guise de conclusion, Pierre-Louis, s'il n'y a qu'une seule chose qu'on doit retenir, un message fort pour cette décarbonation qu'on envisage. Je dirais qu'on a là maintenant, avec les normes européennes qui sont en train d'être finalisées, on a un signal fort pour l'industrie, pour les constructeurs, qui devrait vraiment booster l'offre de véhicules. Et là, il y a du travail à faire encore pour rendre pour travailler sur le côté de la demande et rendre ces camions plus attractifs en développant l'infrastructure et en aidant vraiment les opérateurs de transport qui veulent décarboner leur flotte à pouvoir mettre en place une part plus importante de ces camions-là dans leur flotte. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant nous pencher sur les leviers organisationnels et technologiques de cette décarbonation. Alors pour parler de ces leviers, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Pierre-Martin Huette. Bonjour Pierre-Martin. Bonjour Cécile. Vous êtes directeur groupe Supply Chain de Michelin. Tout à fait. À vos côtés, Louis Dupasquier. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes directeur des mobilités décarbonées chez Vinci Autoroute. Alors, vous avez accepté... Finalement, on va rester debout. C'était prévu assis, mais c'est quand même plus... vous avez accepté de vous prêter à un petit exercice qu'on appelle un regard croisé, c'est-à-dire je vais vous poser des questions sur des grands thèmes, et puis je trouve que c'est intéressant de voir vos deux points de vue différents. Alors, on continue sur le bilan, mais avec vos casquettes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel bilan est-ce qu'on peut faire de la décarbonation dans les solutions de la route? Louis Dupasquier, pour commencer. Alors pour commencer, on peut dire que le bilan n'est pas bon en ce qui concerne la route et la décarbonation, puisque la route, c'est un peu le mauvais élève. C'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas baissé depuis les années 90. Voilà, c'est à peu près le tiers des émissions aujourd'hui, et à 95%, elles passent par la route.
ces émissions. Et ça reflète d'ailleurs la part de la route dans le transport routier, alors de marchandises en particulier pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est quasiment 9 marchandises sur 10 passent par la route. Et ça, c'est quelque chose qui est pérenne, c'est-à-dire que même dans les scénarios les plus agressifs en termes de report modal et en termes de sobriété, la route, ça va rester le moyen essentiel des mobilités de personnes, mais aussi de marchandises. Donc la conclusion de ça, c'est que le bilan aujourd'hui, c'est que le compte n'y est pas et que le secteur des transports doit faire sa révolution transitionnelle ou écologique. Et on doit absolument, parmi les leviers, décarboner les véhicules qui vont continuer à circuler et qui vont continuer à transporter l'essentiel des marchandises. Peut-être un rebond sur ce que disait Pierre-Louis Ragon. Le poids lourd électrique à batterie va s'imposer prochainement ? Alors, nous, chez Vinci Autoroute, on ne défend pas une technologie plutôt qu'une autre, je dirais. On est gestionnaire d'une infrastructure routière qui, comme ça a été très bien dit en introduction, doit s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et donc, en fait, nous, on regarde, on observe. Et depuis 18 mois, 2 ans, les choses ont beaucoup changé. Il y a eu un débat, on va dire, entre est-ce que c'est l'hydrogène, est-ce que c'est les biocarburants, est-ce que c'est le biogaz, est-ce que c'est l'électrique. Mais Pierre-Louis Ragon l'a très bien dit, en fait, c'est les normes européennes qui drivent un peu le système. Et les normes européennes, elles comptent les émissions uniquement à l'échappement. Ça veut dire que tout ce qui est biocarburant, biogaz, quand bien même c'est vertueux d'un point de vue ACV, ça ne marche pas pour les émissions européennes. Donc de toute façon, les constructeurs de poids lourds, ils n'ont qu'une seule solution pour respecter leurs normes, c'est vendre des poids lourds électriques ou à hydrogène. L'hydrogène va y avoir probablement un sujet de concurrence d'usage sur une ressource encore rare et chère, l'hydrogène décarboné, qui va être plutôt fléché vers l'industrie lourde, au moins pour le démarrage. Et donc on le voit aujourd'hui dans le comportement des acteurs qui sont incités par les normes, c'est les constructeurs de poids lourds. Ils ont tous annoncé que les camions électriques représenteront la moitié de leurs ventes au moins en 2030, donc ça va venir très très vite. Et donc effectivement, c'est une révolution qui arrive et qui va nécessiter aussi du coup, de transformer l'infrastructure d'avitaillement de ces camions. Aujourd'hui, ce sont des infrastructures diesel où en gros, en 5 minutes ou en 10 minutes, on fait un plein pour 1000 km d'autonomie. Le poids lourd électrique, ce ne sera pas du tout pareil. Il va falloir déployer des infrastructures de recharge au dépôt, chez les transporteurs, chez les chargeurs, chez les clients des transporteurs routiers, et puis sur les grands axes, le long des grands axes et sur les zones logistiques, pour pouvoir avitailler ces camions électriques, les recharger justement. Donc c'est cette vision qu'on a vue émerger depuis 18 mois, qui est effectivement un peu comme l'histoire de la voiture, c'est le camion électrique qui est manifestement en train de s'imposer. Je rebondis juste, tout à l'heure, Pierre-Louis disait qu'on allait arriver à avoir entre 70 et 80% des chargements en itinérance qui étaient en bonne voie. On fait quoi des 20% qui manquent ? Alors je crois qu'il me semblait que c'était l'inverse le chiffre. Je pense que ce sera plutôt l'essentiel des recharges qui seront faites la nuit au dépôt, parce que l'essentiel des transporteurs... après, il peut y avoir un débat, mais en tout cas, notre vision, c'est plutôt l'essentiel le camion électrique, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est de courte distance. En gros, il y a à peu près la moitié des trajets en France qui sont des trajets de camions de moins de 500 km. Et donc, c'est des technologies qui pourront faire beaucoup de recharge au dépôt, et qui, en gros, vont faire leur tournée et vont se recharger au dépôt en fin de nuit ou en début de soirée. Mais le cas d'usage qui est intéressant, c'est celui en itinérance. C'est les camions qui font des longues distances ou qui ont besoin de se recharger à l'arrivée chez leurs clients. Et donc là, effectivement, il y a un vrai besoin de déploiement de stations de recharge pour ces camions-là, qui sont de 2 ordres. Il y a des recharges la nuit. Alors là, on parle plutôt des transporteurs qui font des très très longues distances et qui du coup font plusieurs nuits d'affilée en dehors de leur dépôt ou d'une zone logistique de leur marque. Et eux, ils vont avoir besoin de bornes nocturnes, donc ils vont se recharger pendant une nuit entière. Et à l'inverse, les camions qui font des pauses de 45 minutes réglementaires toutes les 4h30 pour simplifier, là, ils vont aussi avoir besoin d'un temps de recharge à ces moments-là sur des bornes ultra rapides. Il est quand même probable que la recharge en itinérance représente une part plus limitée de la recharge par rapport à la recharge totale qui sera quand même, en théorie, majoritairement faite au dépôt, mais tout ça n'est pas encore parfaitement établi. Pierre-Martin Huette, on va parler plus organisation avec vous. Alors concrètement, comment est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui chez Michelin ? Alors je dirais d'abord, je suis ravi d'intervenir avec Louis, parce qu'il a beaucoup parlé de la route. En fait, la route n'est rien sans le pneu. Et votre sécurité de chaque jour, quand vous prenez la voiture, elle est liée à ce couple phénoménal entre la route et le pneu. Il faut savoir que la surface qui vous lie à la route dans une voiture, c'est l'équivalent de la paume de ma main. Donc si vous êtes sur un pneu Michelin, vous pouvez respirer tranquille, vous êtes en sécurité. Sinon, ça peut être plus compliqué. Alors, Louis parlait de la mauvaise presse de la route. Je dirais qu'il y a des solutions, et Louis en a parlé. Nous travaillons en tant que chargeurs
pour décarboner notre logistique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les émissions de CO2 du groupe Michelin, pour la fabrication de nos produits, c'est de l'ordre de 5 millions de tonnes de CO2. Les 2 tiers, c'est nos usines, 1 tiers, c'est la logistique. Et en fait, on a des solutions aujourd'hui pour nos usines, notamment via l'électrification de nos usines, qui permettent des avancées très rapides. Sur la logistique, c'est un vrai challenge. Et donc, on travaille pour réduire nos émissions. On est un groupe très engagé sur le durable. Et depuis très longtemps, je rappelle juste que le premier pneu bas carbone que nous avons sorti, c'était 92. Ça fait 30 ans. À l'époque, on se demandait un peu ce qu'on faisait dans ce domaine-là, mais nous étions visionnaires. Et donc, aujourd'hui, on a des émissions de CO2 qui sont beaucoup trop fortes. On a des ambitions qui sont très fortes aussi. On s'est engagé à réduire nos émissions de CO2 de 50% d'ici 2030 sur la partie usine. Initialement, on était de 15% sur la partie logistique. En fait, en 2023, on a déjà dépassé ce chiffre. On est plutôt autour de 20%. Et donc, on travaille avec SBTi pour réduire encore ces émissions de CO2 liées à la logistique. Alors concrètement, comment est-ce que vous faites? C'est quoi les leviers dont vous pouvez disposer pour réduire cette part? Alors, on a une recette simple. Hein. En Auvergne, on aime rester simple. Anthony Briand parlait de la Suède, et j'ai eu la chance d'être avec lui en Suède. Bon, la Suède, c'est super. l'Eure-et-Loire, c'est super, mais quand même le top, c'est l'Auvergne. Et donc, on reste simple. Une recette en 3 points. Transporter moins, transporter mieux, transporter différemment. Donc, transporter moins, parce qu'en fait, le transport le plus durable, c'est celui qui n'a pas lieu. Et donc, là-dessus, on travaille pour aller de plus en plus vers des circuits courts. Transporter moins nos produits. Comment on fait ça? Alors, on n'a jamais eu, contrairement à nos concurrents, de politique de délocalisation. On produit toujours en France, aux États-Unis, dans les pays high cost, depuis toujours. Mais on cherche à produire au plus près des marchés que l'on sert. Et donc ça, on a réussi à réduire de 15% en 4 ans les tonnes transportées par tonne vendue grâce à une relocalisation au plus près des marchés que l'on sert. Ça, c'est la première recette, transporter moins. On cherche aussi à livrer en direct nos clients. Le deuxième élément, transporter mieux, c'est utiliser les moyens existants aujourd'hui pour décarboner. Donc, principalement, on va avoir le multimodal, donc le train, la barge. Bon, la route, c'est bien, mais le train, c'est encore mieux. Hein. Le train, c'est 10 fois moins d'émissions de CO2 que le transport routier. Donc, on travaille là-dessus. Le train, la barge, et puis mieux remplir nos containers ou nos camions. On a gagné 5 points de remplissage. Et notamment, en revenant sur une règle qui existait chez Michelin depuis toujours, c'est-à-dire on ne livre pas un garage avec des pneus Michelin et des pneus de concurrents dans le même camion. Et donc aujourd'hui, on autorise ça, nos prestataires, de partager des camions avec nos concurrents, de mettre des pièces automobiles aussi dans nos camions pour remplir au maximum les camions. Ça marche bien, ça? Alors, ça marche très bien. En fait, nos prestataires sont très contents qu'on leur permette ça. La difficulté, c'est d'avoir une certaine transparence avec eux sur le partage des gains associés. Et il y a une valeur économique à ce partage, mais il y a aussi, pour la traçabilité de notre impact environnemental, c'est important qu'on ait la visibilité sur le fait que les camions que nous utilisons soient pleins ou pas. Donc en gros, ils utilisent les camions pour transporter plein de choses, mais vous n'avez ni baisse de coût, ni visibilité sur ce qu'il y a dedans? Alors ça arrive. Et le troisième élément, c'est transporter différemment. Donc là, c'est utiliser des solutions de demain, donc expérimenter, utiliser des solutions de demain. Donc là, Louis les a évoquées, on est beaucoup autour de l'électrique, hein. Camions électriques, éventuellement l'hydrogène, autoroutes électrifiées, ou pour ce qui est du transport maritime, le vélic, notamment. Donc transporter moins, transporter mieux, transporter différemment, c'est notre recette que je vous encourage à utiliser si vous êtes chargeur dans la salle. Louis, tout à l'heure, je vous ai déjà emmené sur ces pistes, mais quels sont les leviers dont vous disposez aujourd'hui d'un point de vue technologique?
Alors, les leviers technologiques, ils existent. Il y a d'ailleurs des industriels qui sont prêts à s'engager sur ces sujets-là. Sur les infrastructures, je pense qu'on a un enjeu essentiel, mais que Pierre-Louis avait un peu évoqué, c'est la notion de planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des études qui existent sur ce sujet, notamment faites par les gestionnaires de réseaux électriques, sur la question de l'électrification, alors des voitures, mais aussi des poids lourds, les premières conclusions auxquelles on arrive, c'est que ce n'est pas énorme en termes de mégawatts à installer, on va dire, sur les grands axes. C'est peut-être un peu plus un sujet sur les dépôts, mais pas beaucoup plus que pour les autres sujets de l'électrification. C'est pas un sujet technologique, parce que les technologies, elles arrivent à maturité. C'est pas non plus un sujet de coût monstrueux à l'échelle de tous les investissements qu'il y a à faire pour la décarbonation. Mais c'est un sujet de délai et de planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous demandez à Enedis de raccorder une aire de service à 2 MW par exemple ou plus pour y installer des stations de recharge pour les voitures aujourd'hui, pour les camions demain, le délai c'est 18 mois à 2 ans. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument, et d'ailleurs c'est une demande que font les gestionnaires de réseau, c'est de dire dites-nous de quelle puissance vous avez besoin et quand et à quel horizon pour que dans les 10 prochaines années on les planifie. Donc c'est une logique qui a bien été engagée sur l'industrie lourde, sur les pôles industriels. Là, la ministre parlait de la vallée de la batterie dans le nord. C'est un peu pareil dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, là où il y a des gros besoins d'électrification. Il va y avoir des phénomènes d'anticipation pilotés par les pouvoirs publics. Mais en fait, le principal enjeu, c'est ça. C'est en fait, il ne faut pas partir trop tard. Si on est en retard, ça coûte beaucoup plus cher que si on est un peu en avance. Donc il vaut mieux un peu anticiper et déployer des raccordements par exemple, ou prééquiper un certain nombre de zones dont on sait qu'elles vont avoir besoin d'alimentation en électricité. Ça c'est vraiment un enjeu majeur qu'on essaie de porter auprès des pouvoirs publics. C'est la même chose dans le dépôt des transporteurs. Si vous avez 5 transporteurs ou 5 chargeurs dans la même zone logistique, le premier qui demande va prendre toute la saturation, va saturer tout le réseau disponible, et les suivants vont avoir des coûts et des délais largement plus importants. Donc il faut imaginer des schémas directeurs, il faut un peu repenser planification. C'est un terme qui est à la mode, mais nous, ça fait chez Vinci Autoroute quelques années qu'on utilise ce terme, donc on est content qu'il rentre dans le langage politique, mais il faut qu'il rentre aussi dans les faits sur la planification sur ce secteur-là. Un autre sujet techno sur lequel je voulais vous emmener, c'est celui de la recharge dynamique. On peut y croire aujourd'hui ? Alors oui, c'est une technologie qui est très méconnue, alors qu'elle est très intéressante. Concrètement, vous me l'expliquez ? Concrètement, c'est quoi la recharge dynamique ? Le principe, c'est quand vous prenez un camion électrique, vous avez un camion qui a une très grosse batterie pour avoir 4h30 d'autonomie et qui va se recharger sur une très grosse borne pendant ces 45 minutes de pause réglementaire. En schématisant un peu, c'est ça le principe du camion électrique tel qu'il est porté aujourd'hui par tous les constructeurs européens. Mais cette batterie, elle est très très grosse. On parle de batterie de plusieurs tonnes et qui a forcément un impact, une empreinte environnementale en plus d'émissions de CO2 liées à sa production. Et donc le principe de la recharge dynamique, c'est tout simple, c'est un peu le petit circuit électrique de notre enfance. Vous électrifiez les voies des principaux axes routiers, et les camions, au lieu d'avoir une très grosse batterie qui recharge pendant les temps de pause, ils alimentent leur moteur en continu avec des caténaires et un pantographe, de l'induction sous la chaussée ou des rails au sol. Et ils ont une toute petite batterie et ça permet d'avoir des réductions considérables de tonnes de batterie évitées, qui est un matériau stratégique dont on sait que ça a une empreinte environnementale extrêmement forte. Et c'est intéressant que le voyage en Suède ait été mentionné, et notamment parce que la Suède, c'est le pionnier, c'est le pays pionnier de la recharge dynamique. C'est le pays dans lequel les 3 technologies ont été testées. Vous le savez peut-être pas, mais en Suède aujourd'hui, il y a des camions qui roulent sur des routes ouvertes, sur du rail et de l'induction, donc en se rechargeant. Ça, c'est sur route au Suède aujourd'hui. Demain, ce sera le cas chez Vinci Autoroute, sur l'autoroute A10, puisqu'on a une expérimentation qui va avoir lieu de rail et d'induction à la fin de l'année prochaine, pour tester ces technologies qui sont très intéressantes. Alors, elles sont un peu moins en avance que la batterie et les bornes qui sont déjà quasiment matures et qui vont arriver aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible, c'est-à-dire que le poids lourd qui utilise cette infrastructure dynamique, c'est un poids lourd électrique. C'est juste qu'on va lui ajouter un petit objet, on va l'adapter pour pouvoir se recharger dynamiquement sur ces infrastructures-là. Donc, si on essaie de tracer un peu l'avenir, ça pourrait être d'abord des camions. Alors, il y a quand même, faut pas oublier le biogaz et les biocarburants, qui sont une énergie de transition intéressante. Ensuite, dès à présent, des stations de recharge pour poids lourds électriques dans les dépôts des transporteurs, sur les zones logistiques et le long des grands axes. Et puis demain, peut-être un réseau de recharge dynamique sur les principaux axes routiers européens. Ça pourrait être une des voies tracées si on trace la ligne jusqu'à 2050. J'allais vous interroger sur les difficultés, les points de friction, mais ce que vous décrivez, on se dit déjà que ça va coûter des sommes absolument colossales.
Alors oui, ça coûte cher, mais il faut tout est relatif. C'est-à-dire que on a un plan annoncé par le gouvernement de 100 milliards d'euros pour le fret ferroviaire, enfin pour relancer le ferroviaire. Ça veut dire dans les scénarios de l'État, à 2050, le fret ferroviaire et la mobilité ferroviaire des personnes, c'est 20-25% vraiment grand max si on est très optimiste à horizon 2050. Ça veut dire un peu plus de doubler la part du fret ferroviaire aujourd'hui, et ça coûte 100 milliards d'euros. Pardon. Il y a une étude qui a été faite par le ministère des Transports sur justement les systèmes de recharge dynamique qui chiffre entre 60 et à peu près à 60 milliards d'euros le coût d'une infrastructure de recharge dynamique sur tout le réseau autoroutier français et les principaux axes routiers français, et pour décarboner 80% du fret. Voilà, 10% de part modale en plus, 100 milliards, 80% de décarboné de la part actuelle, 60 milliards. Donc c'est des chiffres effectivement qui sont importants, mais qui ne sont pas si énormes à l'échelle de la transition énergétique telle qu'on doit la vivre demain. Par contre, il y a un enjeu qui est essentiel là-dessus, c'est la question du démarrage, de l'amorçage. Évidemment, un camion électrique aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'un camion diesel. Il faut qu'il y ait des volumes qui soient produits de façon très importante pour que les coûts baissent. Et donc, il faut aider les transporteurs. Dans un premier temps, c'est la première étape, à acheter des camions électriques, parce que le temps que les TCO convergent, il faut les aider dans cette première phase. Donc extrêmement important d'avoir des aides à l'achat. Et ensuite, il faut aider les opérateurs qui vont installer des bornes. Parce qu'au départ, c'est un peu la poule et l'œuf. Il faut installer des bornes pour qu'il y ait des premiers camions longue distance. Sans cela, ils n'achèteront pas de camions, les transporteurs. Donc il faut aussi qu'il y ait des opérateurs qui acceptent d'anticiper et d'installer des bornes à un moment où elles ne sont pas du tout rentables. Et donc là aussi, il faut des subventions et des aides. Donc on attend avec impatience le détail du PLF 2024 pour comprendre ce qu'il y a dans ce 1,5 milliard d'aides additionnelles pour ces deux points qui, en tout cas pour le secteur routier, du transport routier de marchandises, sont tout à fait essentiels. Pierre Martin, par rapport au levier que vous détailliez tout à l'heure, c'est quoi vos points de friction, les difficultés que vous rencontrez? On a déjà parlé parfois du manque de communication avec vos transporteurs peut-être, mais plus largement. Je dirais, pour rebondir sur ce que dit Louis, en fait, on a deux sujets en tant que chargeur. On veut des solutions qui soient accessibles et des solutions qui soient compétitives. Donc l'accessibilité des solutions, c'est vraiment le sujet de l'infrastructure. D'une part, le sujet de l'investissement des transporteurs d'autre part, parce que Louis le mentionnait, mais pour un transporteur, acheter des camions électriques, c'est un gros investissement, c'est un pari sur l'avenir, sachant que si l'infrastructure ne suit pas, il se dit je vais investir, mais est-ce que derrière ça va fonctionner? Donc nous, tout ce qui va dans renforcer l'accessibilité des solutions via des subventions, via un plan clair de là où on va, sur l'électrification est vraiment pertinent. Et puis, il y a le sujet de la compétitivité. Alors, quand je dis compétitivité, en fait, nous, Michelin, on ne souhaite pas nécessairement d'avoir on ne cherche pas des coûts bas dans la logistique, mais on cherche que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Et donc, que ce soit via des subventions aux transporteurs ou via de la taxe, on veut que tous nos concurrents, tout le monde paye la même chose sur le transport routier, sur le maritime, et que ce soit vertueux derrière, donc ça permette la décarbonation. Donc si demain on dit oui, la logistique va coûter plus cher, va coûter 20% plus cher, 30% plus cher, 30% plus cher, parce qu'elle est décarbonée, notre conviction profonde, c'est qu'on doit y aller pour la planète. En revanche, il faut que ce soit la même chose pour tous. Et donc que le concurrent qui veut utiliser du diesel, ça soit aussi cher que l'électricité. C'est vraiment ça le point clé. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation du train. Pourquoi vous ne chargez pas vos pneus sur des trains? Alors là, on est, de mon point de vue, plus sur le premier sujet, donc l'accessibilité des solutions. Donc, en fait, le fret ferroviaire, c'est extrêmement vertueux pour la planète. D'un point de vue, quand on est chargeur, moi, je vois mes équipes, elles sont toujours un peu frileuses quand je leur parle du fret ferroviaire, parce qu'il y a un vrai sujet d'accessibilité, donc trouver les bons corridors de train, et de fiabilité. On est dans une supply chain où tout est orchestré à la journée, à l'heure. Et là, la fiabilité du fret ferroviaire est un enjeu majeur. Alors, avec le plan que vous mentionniez sur le fret ferroviaire, j'espère qu'on va s'améliorer de ce point de vue-là. Mais il y a aussi l'accessibilité en termes de corridors, c'est-à-dire, nous, on a des usines fixes, on a des plateformes logistiques. Il faut qu'on trouve les bons corridors avec des trains très réguliers pour acheminer nos produits. Alors, on a quelques bons exemples. On
On a fait une liaison Pologne-Allemagne qu'on va faire descendre jusqu'en Espagne. On travaille sur une autre liaison au nord de la France, Espagne. Ce qui m'amène à un autre commentaire, c'est qu'il faut des solutions européennes. Nous, notre supply chain, elle est à l'ordre 1 régional, elle est européenne. Donc il faut des corridors européens, il faut que le tout soit compatible et qu'on arrive à faire des liaisons end-to-end sur des modes décarbonés. C'est là que, vous avez évoqué le multimodal au tout début, c'est là qu'en fait le frein du multimodal, il est là aujourd'hui? Oui, il est dans trouver les bons corridors. Bon, il se trouve qu'on a des usines qui sont parfois un peu dans des coins assez ruraux du terroir, donc trouver le bon axe entre le terroir espagnol, le terroir français, le terroir allemand, c'est pas forcément évident, mais on compte vraiment sur l'effort qui est fait sur les infrastructures ferroviaires pour trouver ces corridors et ensuite trouver suffisamment de chargeurs autour de nous pour remplir ces trains, parce qu'il y a aussi des volumes à avoir. Et donc on a fait un exercice l'année dernière avec Saint-Gobain, on a refait l'exercice avec Renault pour mettre en commun tous nos flux et voir sur quel flux on était capable d'affréter des trains. Ensuite, l'usine Saint-Gobain, Saint-Gobain aime beaucoup le terroir aussi, mais pas visiblement le même que le nôtre. Donc trouver la bonne adéquation n'est pas évidente. Louis évoquait l'œuf et la poule. Vous êtes prêt à vous engager d'ores et déjà pour aider vos transporteurs? Comment Tout à vous fait. vous situez-vous dans la boucle? Alors on le fait. Donc encore il y a 2 mois, on les a tous réunis, nos transporteurs européens, dans notre usine espagnole, pour partager notre vision, notre roadmap, nos convictions. Et il y a un des points qui remonte, que Louis mentionnait, c'est pour un transporteur, c'est un investissement. Aujourd'hui, on fonctionne avec des contrats courts sur le transport. On est généralement sur des contrats d'1 an. Et nos transporteurs nous disent, il faut s'engager sur plus longtemps. Donc nous, groupe Michelin, on dit oui, on est prêt à s'engager sur 3 ans. Sur le transport maritime, là, on s'est engagé sur 10 ans pour faire une liaison transatlantique en Vélic. Donc oui, on est prêt à prendre ces paris dans la durée, parce qu'on est convaincu que c'est la bonne solution. En revanche, en termes de coûts, on peut accepter un petit différentiel de coûts, mais l'industrie du pneu est aujourd'hui une industrie extrêmement compétitive. La moitié du marché européen a été pris par des manufacturiers low cost asiatiques, et donc on ne peut pas se permettre non plus, on n'est pas Vuitton. Donc il y a quand même un vrai sujet de compétitivité. Est-ce qu'il y a une ou 2 questions pour nos professionnels? Oui. Si. Là, au 4e rang. Non, mais je pense que c'est important pour la rediffusion. Bonjour, Si vous présentez. Je m'appelle Adrien, je suis cofondateur et gérant de la société Dwitch. Pour faire simple et rapide, Dwitch, c'est une application mobile qui permet de pouvoir acheter et de se faire livrer tous les matériaux et consommables du bâtiment directement sur son chantier. Et on livre en 1 heure et uniquement en vélo et vélo cargo. Donc je vais peut-être plutôt m'adresser à Louis si vous le voulez bien, peut-être que vous connaissez peut-être un petit peu plus. Avec l'engorgement des territoires qu'on constate dans les grandes métropoles françaises et un peu partout d'ailleurs, je passerai sur l'arrivée des JO. Vous n'avez pas du tout parlé de mobilité et de transport du dernier kilomètre. Vous n'avez pas du tout parlé de cycle logistique. Je voudrais savoir aujourd'hui comment vous positionnez justement avec cet engorgement de plus en plus important sur les livraisons de matériaux. Et si vous n'avez pas de solution, peut-être que je peux vous aider. Voilà. Oui. Alors nous, on prend toutes les bonnes solutions. C'est vrai que Vinci Autoroute, on est plutôt une infrastructure de transport longue distance. Dans l'esprit, même si on a beaucoup de mobilité, on est aussi un support de mobilité courte distance. Mais voilà, c'est vrai que l'autoroute, parfois, elle traverse certaines villes où elle est le contournement de certaines agglomérations, mais la logistique du dernier kilomètre est moins un sujet pour notre infrastructure, enfin d'adaptation de notre infrastructure. Pourquoi? Parce que j'imagine que vos vélos cargo ou autres, vous ne les rechargez pas sur des stations publiques, j'imagine que vous les rechargez dans vos dépôts. Et donc, nous, en tant qu'autoroutier, je ne suis pas sûr qu'on ait énormément de solutions à vous proposer. Alors, j'ai des bornes sur l'aire de Saint-Arnoux, si vous voulez, mais qui est un peu loin de Paris, et je ne suis pas sûr que ce soit pour vos véhicules électriques, si vous en avez. Mais non, donc effectivement, la logistique du dernier kilomètre, c'est un sujet essentiel. Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour en parler en tant que représentant de Vinci Autoroute. Je pense que ça va bien dans le mieux utilisé que Pierre-Martin Huette mentionnait. Mais après, je pense aussi qu'il faut comprendre que dans l'électrification, si on parle d'électrification, c'est la partie la plus facile.
électrifier le dernier kilomètre, votre entreprise, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais je vais me renseigner, a l'air d'avoir compris ça, mais électrifier les vélos cargo et les véhicules utilitaires qui font des courtes distances, c'est ce qu'il y a de plus facile. Aujourd'hui, là où on commence à toucher les difficultés, c'est comment on électrifie le 44 tonnes qui traverse l'Europe et qui doit se recharger sur des zones. C'est là où nous, on a une réponse à apporter, à être un maillon de la chaîne de la réponse. Mais voilà, donc je vais vous faire un peu une réponse de... C'est pas que c'est pas mon problème, mais c'est moins notre sujet direct chez Vinci Autoroute. Ça allait beaucoup plus, évidemment, dans le groupe Vinci au sens large, et notamment chez Vinci Construction ou chez Vinci Énergie, où là, on a effectivement des vraies problématiques de livraison du dernier kilomètre et de décarbonation de ces derniers kilomètres. Une autre question? Alors, il y a 2 questions. Peut-être tout là-bas, et ensuite, monsieur, si vous pouvez... Bonjour, moi c'est Thierry de e-Holding. J'ai une question. Les détracteurs des véhicules électriques les accusent souvent d'être plus lourds du fait de la batterie. Et donc, en fait, pour ce qui est des pneus et des freins, d'avoir des émissions de microparticules supérieures par rapport aux véhicules thermiques. Et ça, c'est lié un peu aussi à la chaussée, bien sûr. Le poids majeur peut représenter un problème pour la maintenance de la chaussée, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, tous les deux, chacun pour sa part? Merci. Alors effectivement, donc sur le véhicule automobile, le poids lourd est encore en développement, j'ai moins d'éléments, mais sur le véhicule automobile, c'est clair que le véhicule électrique est beaucoup plus sollicitant pour les pneus parce qu'on a un couple au démarrage qui est faramineux. Et pour vous donner une petite anecdote, quand on a commencé à équiper Tesla, donc il y avait un autre concurrent qui équipait Tesla aussi, au bout d'un an, Tesla nous a demandé d'équiper 100% des véhicules parce que la première cause d'insatisfaction des conducteurs des Tesla, c'était qu'ils devaient changer les pneus au bout de 6 mois. Forcément, vous avez une Tesla, vous faites un peu le zozo et toc, il n'y a plus de pneus. Sauf si vous avez un pneu Michelin qui, bien sûr, est bien... La seconde minute de publicité. Donc effectivement, c'est beaucoup plus sollicitant pour le pneu. Et du coup, effectivement, ça use plus vite le pneu et donc il y a plus de microparticules. Nous militons, puisque notre produit est bien supérieur à la concurrence sur les émissions de microparticules, nous militons pour que ce soit réglementé et donc qu'il y ait du grading associé à ce point-là, parce que c'est un point majeur pour la planète aussi. Louis, pour la route. Ouais, peut-être juste un complément. Alors moi, je ne fais pas de pub, je ne suis pas constructeur de pneus ni vendeur de voitures. Mais c'est une idée reçue, en fait. Ça fait partie des quasi-fake news sur la voiture électrique. Effectivement, alors une voiture électrique, comme c'est en moyenne plus lourd, ça use un peu plus les pneus et ça use un peu plus les freins. Donc c'est un peu plus d'émissions de particules fines associées aux pneumatiques et au freinage pour une véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Mais c'est tellement anecdotique par rapport à la quantité des particules fines que vous allez, et d'émissions de CO2 évidemment, du moteur thermique, même avec les normes européennes qui sont parmi les plus exigeantes du monde, qu'en fait on y gagne quand même. Alors on y gagne un tout petit peu moins, on n'y gagne pas sur les pneumatiques, mais ce qui est perdu sur les quelques pourcents d'émissions des pneumatiques est gagné sur les 90% ou plus d'émissions qui proviennent du moteur thermique. Donc non, pas d'inquiétude, et en plus on a des très bons constructeurs. Ça n'abîme pas la chaussée. Et alors si ça abîme la chaussée, alors, enfin en fait sur une autoroute, la seule chose qui abîme la chaussée, c'est les poids lourds. Hein. C'est ça qui sollicite fortement les chaussées. Et de toute façon, le poids des véhicules ne va pas changer fondamentalement, en tout cas pour les poids lourds. On va peut-être passer de 44 à 45 tonnes pour les plus lourds d'entre eux au chargement, mais ça ne va pas changer fondamentalement le poids d'un camion. Donc a priori, nous, on n'a pas identifié de sujet d'usure additionnelle lié à un poids lourd électrique, par exemple. Sur nos chaussées, et de toute façon nos chaussées autoroutières elles sont plutôt dimensionnées pour les poids lourds, les voitures c'est pas ça qui use le plus nos chaussées. Il y avait une autre question là devant, monsieur, si vous voulez bien. Bonjour, alors, je suis Guillaume Desvaux, je suis le président d'iCargo Fondation. C'est une association loi 1901 qui a été créée pour développer les technologies de data IA pour décarboner la logistique. Donc on a parlé de mutualisation, on a parlé de flux. La question s'adresse à M. Huette. Vous avez évoqué le report modal comme une solution très efficace. Nous, ce qu'on a identifié, le problème, c'est qu'un train, c'est 45 camions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité à commander auprès des prestataires un train complet tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Alors c'est effectivement, je l'ai un peu abordé, hein, c'est effectivement le sujet de la volumétrie qui est au cœur
d'une expansion rapide et impactante du report modal. On a réussi à faire des trains complets depuis certaines de nos grosses usines, mais on cherche aujourd'hui effectivement à mutualiser avec d'autres chargeurs pour pouvoir remplir 1, 2, 3 wagons toutes les semaines, tous les jours sur un train qui en compte 45. Et donc tout ce qui permet de faciliter cette mutualisation va dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Capucine Richemont, je travaille chez Argos With You, qui est un fonds de private equity qui a lancé une nouvelle stratégie pour décarboner les PME. J'ai une question pour vous, Monsieur Dupasquier, par rapport aux biocarburants notamment, et je pense en particulier au HVO. Dans de plus en plus de pays d'Europe, ils sont disponibles en libre service pour les recharges. Je crois que ce n'est pas encore autorisé en France, mais qu'est-ce que vous savez à ce sujet ? Est-ce que c'est potentiellement dans vos projets chez Vinci ? Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'électrique ou d'hydrogène. Je l'ai un tout petit peu dit, mais c'est vrai que les biocarburants, c'est quand même une solution qui est extrêmement intéressante parce que ça ne nécessite pas d'investissement majeur dans les infrastructures existantes. Typiquement, on connaît tous le samplon 95 E10 avec 10% de biocarburants dedans. Donc ça permet, on va dire, avec les infrastructures de distribution existantes, avec des petites adaptations qui ne sont pas très coûteuses, de pouvoir distribuer des carburants qui sont bio. Donc ça, c'est issu de sources renouvelables. Ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Le sujet des biocarburants un peu global, et après je répondrai plus spécifiquement à votre question, c'est la disponibilité de la biomasse qui n'empiète pas sur d'autres usages comme l'alimentaire, etc. Et ça, en fait, c'est une question de conflit d'usage. Ça a été assez bien identifié par le SGPE dans ses documents de planification ou ceux qui ont été mis en consultation. C'est en gros, à un moment, à quoi on utilise la biomasse ? Est-ce qu'on l'utilise pour faire des biocarburants pour l'avion ou pour le maritime ? Est-ce qu'on l'utilise pour faire de la méthanisation, pour faire du biogaz pour les mêmes usages ou pour décarboner, par exemple, le chauffage domestique et les centrales à gaz ou l'industrie ? Donc voilà, c'est une question il n'y en aura pas pour tout le monde, en gros, d'une certaine façon. Et donc, ceci associé au fait que les normes européennes ne prennent pas en compte les biocarburants, puisque ce n'est pas une méthode ACV, c'est une méthode à l'émission, fait que c'est une énergie de transition qui est amenée à disparaître. Ensuite, du coup, en ce qui concerne Vinci Autoroutes, nous, on est un peu en adaptation permanente, je dirais, à l'évolution de ces besoins-là. Quand le samplon 95 E10 est arrivé, on en a, avec nos partenaires pétroliers, ça fait partie des solutions qu'on a déployées assez rapidement sur nos stations. Donc ce sera évidemment le cas, c'est tout à fait possible et c'est pas très compliqué. On s'inscrit un peu dans le mouvement général là-dessus. C'est juste que ça ne peut pas être l'essentiel des investissements et de toute façon, il n'y aura probablement pas assez de carburant répondant aux bons critères en termes de biomasse pour répondre à tous les usages. Donc oui, solution de transition qu'on utilisera dans les prochaines années de façon transitoire en adaptant les infrastructures existantes. Moi, je voulais revenir sur la réglementation. Vous avez l'un et l'autre évoqué des aspects réglementaires. Aujourd'hui, la réglementation, pour vous, c'est un frein ou une aide ? Enfin, c'est une difficulté ou une aide ? Alors chez Michelin, on voit clairement ça comme une aide. On souhaiterait que ce soit encore plus une aide. De fait, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire qu'on est dans un terrain de jeu très compétitif et pour nous, la réglementation doit permettre aux bons comme aux mauvais joueurs de jouer les bonnes règles. Et donc, sur les sujets environnementaux, que l'utilisation de moyens qui sont réputés polluants soit coûteux. Et donc, pour nous, on ne va pas chercher le moindre coût, mais on cherche avant tout à ce que tout le monde ait les mêmes règles du jeu, d'où le besoin de la réglementation, à la fois sur le transport, sur l'usage de nos produits. Je mentionnais le sujet de la longévité. Comment est-ce qu'on valorise le fait qu'un produit Michelin dure 2 fois plus longtemps qu'un produit asiatique ? Tout ça, on compte aussi sur la réglementation pour nous aider à le valoriser. Oui. Alors, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que sur la question de la conversion du parc automobile et de poids lourds, c'est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que quand on voit ce qui s'est passé sur la voiture électrique, où en quelques années, après quelques luttes, on va dire,
de certains constructeurs, en fait tout le monde s'y est mis parce que c'était la règle et que ça a fonctionné de façon extrêmement rapide. On s'attend à ce que ça aille encore plus vite sur les camions parce qu'en gros il n'y a aucun constructeur de cab poids lourd ou presque qui ne remet ça en cause. C'est-à-dire qu'ils ont déjà intégré le fait qu'ils allaient avoir les mêmes règles que les constructeurs de voitures et ils sont organisés beaucoup plus tôt pour justement se mettre à ces solutions-là le plus vite possible. Donc bien ou pas bien, en tout cas sur le sujet dont on parle, les émissions de CO2 normées par la Commission européenne, enfin par l'Union européenne, c'est d'une efficacité absolue. C'est-à-dire que ça oblige un opérateur à se convertir massivement à une technologie donnée. Donc ça c'est très bien. Après moi je pense qu'il faut aussi que la réglementation s'accompagne de mesures d'aide. C'est intéressant parce qu'on a un chargeur et un gestionnaire d'infrastructure et il y a un espace vide aujourd'hui pour les transporteurs qui sont vraiment, ils vont venir se rouler sur nos réseaux et ils vont livrer Michelin ou d'autres. Et donc en fait, eux, c'est pas directement sur eux que s'appliquent les réglementations, mais ils vont en subir au deuxième sort, au deuxième tour, les conséquences. Et on peut pas demander à des transporteurs routiers qui, pour l'essentiel en France, sont des PME, voire des TPE, d'acheter des camions électriques beaucoup plus chers, sans subvention, sans aide, qui soient simples, visibles. Et ensuite, il faut aussi, comme le disait Pierre-Martin, que les contrats de leurs clients s'adaptent un peu. Il faut peut-être des contrats de 3-4 ans pour amortir ces investissements. Donc moi, je dirais réglementation, oui, mais il faut qu'il y ait le pendant qui sont les aides et le support à la transition, et puis la planification aussi qui va avec. Sur les transporteurs, c'est clairement une piste pour le prochain colloque, hein, je crois. Si je vous offrais un vœu avec une lampe magique, hein, ce serait quoi votre vœu là pour que tout à coup ça accélère? Pour moi, le vœu, notre sujet aujourd'hui, c'est la vitesse. Et donc, je pense que l'ensemble de la communauté publique, privée, est engagé dans la bonne direction. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le bon tempo. Donc, ma baguette magique, elle est dans l'accélération des mesures et du temps sur tous ces sujets-là, que ce soit la mise en place des règlements, les investissements dans les infrastructures, parce qu'on est dans une course contre la montre. Hein. Il faut qu'on soit réaliste sur ces sujets. Hein. Louis, votre vœu? Oui, alors moi c'est un peu pareil, mais sur un exemple encore plus précis. Le coup de baguette magique, c'est Madame la ministre de la Transition énergétique qui décide d'un grand plan d'investissement dans les raccordements au réseau public d'électricité, des infrastructures de transport routières, on sait à peu près assez bien estimer dans 10 ans ce dont on a besoin, alors en particulier sur les grands axes. En termes de puissance, c'est pas énorme, hein. C'est juste le décider en fait. Et le problème, c'est qu'à force de ne pas décider, comme je le disais, le risque, c'est le coût de l'inaction, c'est ce dont va nous parler Patrice Geoffroy après, j'imagine. Mais en fait, concrètement, si on est en retard, c'est bien plus grave que si on est un peu trop en avance. Et donc c'est ça où moi, si j'avais un coup de baguette magique à donner, ce serait décision au prochain Conseil des ministres, lancement d'un grand plan d'investissement dans les raccordements des réseaux électriques vers les infrastructures de transport routière pour les voitures et les camions. Je pense que ça, c'est une mesure qui serait assez et pas si difficile à prendre en plus. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais je ne doute pas qu'elle soit bien évidemment à distance en train de vous écouter. Juste un mot de conclusion. Je pense que ça va vous obliger à refaire le point. Vous êtes optimiste ou pessimiste aujourd'hui? Alors moi, je suis d'un naturel hyper optimiste, même après France-Afrique du Sud. Hein. Mais sur ce sujet-là, je dois dire qu'il y a certaines nuits où je ne dors pas tranquillement. Je pense que collectivement, on n'est pas dans le bon tempo. Et donc, je suis ravi de participer à ce cercle, parce qu'on ne pourra changer les choses qu'ensemble. Public, privé, les associations, qu'ensemble. Et donc, je suis optimiste quand je vous regarde, car je sais que vous êtes dans le mouvement, mais il faut qu'on entraîne beaucoup plus large. Louis? Alors moi aussi, je suis d'un naturel plutôt optimiste, mais là, je suis plutôt pessimiste, parce que je trouve qu'effectivement, on ne va pas assez vite, et que surtout, alors, en particulier en ce qui concerne la route, qui est un peu celui qui a le plus de chemin à faire, je pense qu'on n'est pas tous alignés sur la vitesse du changement, et que ne pas faire, ça va être beaucoup plus négatif pour les générations futures et nos enfants et pour l'atteinte de nos objectifs climatiques. Donc non, j'avoue que je suis plutôt pessimiste, mais pourtant j'ai des solutions à proposer. Donc on espère juste que la plupart seront mises en œuvre rapidement.
Écoutez, on ne vous en veut pas. Je pense qu'on peut quand même vous applaudir. Merci, merci beaucoup pour ces explications. Là, on va maintenant aborder les leviers politiques en compagnie d'Anne-Marie Idrac. Bonjour Anne-Marie, vous êtes présidente de France Logistique. Et donc l'idée, c'est, après avoir vu cet exposé des faits et ce pessimisme ambiance, quelles sont les pistes politiques que vous pouvez nous apporter, nous décrire? Je vous cède le micro. Bonjour, merci de votre invitation en ma qualité de présidente de France Logistique. Peut-être que je dirais quelques mots un petit peu plus larges, compte tenu d'une certaine seniorité dans le secteur des mobilités et des transports. Moi, je trouve que ce colloque commence sous de très bons auspices. On a beaucoup de marge de progrès, moins qu'on puisse dire. 2, tout le monde s'y met. Et il y a vraiment des convergences sur le fond. Quelle convergence? J'ai noté de partir, comme nous l'a dit Anthony Briand depuis le début, des usages. Des usages qui ne sont pas les mêmes selon les distances, selon les densités, selon le type de mobilité dont il s'agit. Et bien sûr, quand on parle d'usage, on va parler de multimodalité. Ensuite, il faut qu'on parle d'Europe, en raison, comme il a déjà été dit, à la fois des impulsions qui sont données en termes de normes, de réglementation, etc., mais aussi, en particulier pour nous, Français, avec le sujet que vous avez très bien souligné, Monsieur Huet, de la compétitivité de nos systèmes et de la loyauté, en quelque sorte, de la concurrence. Alors France Logistique, pour cela, est engagée sur 2 combats concernant les marchandises, la décarbonation et la compétitivité. Si on parle des usages, un mot concernant les gens qui conduisent. Les gens qui conduisent, certes, ils auront bientôt des RER métropolitains, mais pas partout, et peut-être pas si bientôt que ça. Donc moi, je fais partie de ceux qui militent, avec d'autres, et qui en parleront dans la prochaine table ronde, pour les cars express, ainsi que pour les lignes de covoiturage organisées. Et je dis cela parce que pour les voyageurs, comme pour les chargeurs, c'est le mode routier qui est et qui restera dominant. Il faut le dire tranquillement et avec toute l'amitié que nous avons, que j'ai personnellement, en tant qu'entre autres ancienne patronne de la SNCF, pour le développement du mode ferroviaire. Et nous devons saluer les efforts louables et qui, cette fois-ci, ont l'air sérieux du gouvernement pour développer ce mode. Mais il n'en reste pas moins, vous l'avez dit, que le mode routier, on parle essentiellement des modes terrestres cet après-midi, le mode routier restera le plus utilisé. Alors, en ce qui concerne les marchandises, c'est un peu la même chose que pour les voyageurs et vous avez déjà dit énormément d'éléments. D'abord, il faut partir des besoins des clients. En l'occurrence, les clients, c'est les chargeurs. Par exemple, Michelin. Et énormément de chargeurs dans les domaines de la construction, c'est les premiers volumes de tonnes-kilomètres, dans le domaine agricole et agroalimentaire, dans le domaine industriel, et puis dans le domaine de la distribution, jusqu'à aller jusqu'au fameux e-commerce. Mais donc, c'est de là dont il faut partir. Et nous avons à France Logistique 3 approches, on dit quelquefois les 3 M, pour aller dans le sens de la décarbonation et de la compétitivité. Le premier, on l'a dit, c'est la massification, la mutualisation. Alors, pour ceux qui ont besoin de faire des centaines de kilomètres en transportant des centaines de tonnes, évidemment, privilégions le train et la voie d'eau. À cet égard, je voudrais souligner l'importance, à la limite du terrestre et du maritime, des ports. Parce que c'est dans les ports qu'on devrait pouvoir massifier davantage, en tout cas davantage en France, à l'instar des pays du nord de l'Europe, en faveur des modes le plus lourds.
Bon, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même loin d'être la majorité, ces cas d'usage-là. Et donc, sur les chargeurs, ils ont à travailler, comme beaucoup commencent à le faire, bien finalement sur leur supply chain, sur les rythmes d'approvisionnement en amont, sur les rythmes de distribution, sur les politiques de stockage, zéro stock, il faut peut-être le revisiter, et également sur la mutualisation avec d'autres, dans le respect des règles de concurrence. Ce n'est pas forcément si facile de grouper, dégrouper entre différents chargeurs. Donc, en premier, massifier, mailler, massifier, mutualiser. J'en viens à mon deuxième M, qui est le maillage. Alors, le maillage de quoi? D'abord, un plan de planification des lieux de recharge. Et des lieux de recharge, pas seulement en itinérance, mais aussi dans les dépôts pour les transporteurs. Et ça, c'est vraiment le tout début. Et puis, un maillage des lieux d'intermodalité, des équipements d'intermodalité. Alors, on pense souvent aux plateformes de transport combiné, rail-route, mais il y a aussi les plateformes de transport combiné avec le fleuve, et puis toutes sortes de mini-plateformes de transport combiné, y compris avec la cyclo-logistique, pour pouvoir faire les fameuses différentes étapes d'une chaîne où il est assez rare que le vélo, qui est bien pour 200, 300 kilos et quelques kilomètres, eh bien, puisse se faire tout seul l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des magasins ou des particuliers, là encore, cas d'usage. Donc, maillage en équipement d'intermodalité, en fait, c'est un peu comme pour les voyageurs, les gares et tous ces lieux d'interconnexion, toutes ces stations agréables, accueillantes pour des cars express ou pourquoi pas pour de l'autopartage ou du covoiturage, etc., etc. Et puis maillage, j'allais dire surtout, des entrepôts. Leur implantation doit s'intégrer, surtout en cette période de zéro artificialisation nette des sols, dans les territoires d'industrie promus par le gouvernement, dans les schémas directeurs régionaux d'aménagement du territoire. C'est d'ailleurs prévu par la loi climat et résilience, même si ce n'est pas si facile que ça. Évidemment, dans les plans d'urbanisme locaux, intercommunaux le plus souvent. Et pourquoi est-ce que je parle des entrepôts? Parce que les mobilités logistiques, ce n'est pas simplement des transports, c'est toute une chaîne. Et si on continue à avoir comme premier port français le port d'Anvers, évidemment, ce n'est pas bon en termes de kilomètres. Si les entrepôts de livraison continuent, pour des raisons foncières, à s'éloigner du centre des villes, ce n'est pas non plus génial du point de vue du carbone qui sera dépensé par les transports. Donc c'est vraiment un sujet très très important et qui amène à avoir une vision systémique de la chose. Peut-être que être plus loin, c'est peut-être plus satisfaisant pour certains du point de vue du zéro artificialisation nette, mais globalement moins bon du point de vue de la chaîne dans son ensemble. Et puis, le troisième M, eh bien, ce sont les questions de motorisation qui ont été amplement développées, qui sont en quelque sorte souvent la partie émergée de la chaîne, hein, la partie émergée de l'iceberg. Les normes européennes sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on est de 90% diesel, donc là encore, il y a de la marge de progrès. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde veut changer. Alors en fait, il y a 3 niveaux de changement nécessaires. Ils ont été identifiés par la stratégie nationale bas carbone pour les transports terrestres et ils sont fondés sur l'idée d'un mix énergétique dans lequel, en réalité, c'est l'électrique qui devrait progressivement prendre le pas, notamment en raison des problèmes d'accès aux autres formes d'énergie. Et donc un mix énergétique un peu arc-en-ciel et d'ailleurs mouvant dans le temps et peut-être dans l'espace.
En fait, il y a 3 niveaux de dynamique à accentuer. Une dynamique industrielle. Aujourd'hui, il y a 40 000 immatriculations de camions par an et grosso modo, sur le territoire français, 1 millier de camions électriques produits cette année. Alors, il y a une dynamique du poule et l'œuf, hein, on pourrait dire de donnant-donnant, mais enfin, on n'est quand même pas encore tout à fait à la maille ou à l'échelle. Ensuite, on en a déjà parlé, j'ai déjà dit, c'est la fameuse question du raccordement, donc de la disponibilité des énergies. Ce n'est pas encore complètement rassurant, je dois le dire, pour les opérateurs, que ce soit les chargeurs, donc qui sont en fait en lead, hein, ou que ce soit les transporteurs, en particulier avec cette question des bornes dans les dépôts. En fait, les bornes dans les dépôts, c'est un petit peu comme ça a été depuis quelques années, la question des recharges dans les copropriétés. Vous voyez, donc ça a été un peu compliqué. Bon, donc là, on commence à s'y mettre. Voilà, il y a un fonctionnaire de très bonne intelligence de toutes ces choses qui en est en charge, mais depuis quelques semaines en réalité. Et puis, enfin, la question, évidemment, du financement de toute cette énergie, financement de ces raccordements, business model de ces raccordements à l'énergie, finalement, qui va payer? Comment ça va se répartir? Ce n'est pas encore très clair, mais remarquez, ce n'est pas non plus parfaitement clair dans tous les cas d'usage pour les voitures non plus. Bon. Et puis, financement des véhicules eux-mêmes. La ministre Agnès Pannier-Runacher, qui est l'une des 3 ministres avec lesquelles nous travaillons principalement au gouvernement, donc Agnès, Clément Beaune et Roland Lescure, a parlé d'1,5 milliard, mais 1,5 milliard, c'est pour tout le monde. Et l'année dernière, c'était à peu près le même montant, mais il y avait 1,3 milliard pour les voitures. Voilà. Donc on voit bien le mur d'investissement, comme on dit très souvent, qui reste à franchir. Donc voilà ce que je voulais dire en relatant les positions de notre association et finalement dire que pour tous les cas d'usage, d'ailleurs pour tous les cas d'usage voyageurs ou marchandises, il faut raisonner système. Il ne faut pas raisonner simplement un mode de transport par rapport à un autre, même le mode dominant qui est la route, mais raisonner en système, avec les questions d'intégration dans les territoires. La route, c'est la colonne vertébrale du système de mobilité. Une donnée de fait. Et je suis très heureuse de voir qu'elle s'engage dans son propre verdissement, y compris en produisant d'ailleurs de l'électricité sur certaines autoroutes, etc. Quand je dis verdissement, il faudra aussi penser à l'adaptation. L'adaptation au changement climatique qui va motiver également de nouvelles ressources, peut-être plus sur le réseau national que sur le réseau autoroutier, mais quoique, voilà. Et puis enfin, vous mettez, les routiers se mettent au service du verdissement des mobilités. Donc je trouve que tout ça est très positif, même si je voudrais quand même dire qu'on est tous engagés, à titre personnel, professionnel, etc., dans la décarbonation des transports. Mais le but des transports n'est pas seulement d'être décarboné, n'est-ce pas? Et comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, au début, vous avez dit que ça avait un rapport avec la liberté, ça a aussi un rapport avec l'égalité, avec la prospérité. Bon, je pense que ça fait partie de la vision systémique que nous partageons en nous réunissant aujourd'hui. Merci, Cécile. Merci beaucoup, Anne-Marie. Juste un point, alors vous êtes optimiste? Oui, moi je suis plutôt optimiste à partir du moment où on fait tomber les barrières. Parce que tout entre eux, tel mode de transport et tel autre, etc. Et où on travaille sur un mode coopératif. Et je trouve que, par exemple, la planification écologique, ça va tout à fait dans le bon sens. La manière, j'ai eu l'occasion d'y travailler personnellement pas mal, dont se fait la stratégie nationale bas carbone, là aussi,
il y a beaucoup de discussions entre les différents intervenants. Bon, et c'est ça qui me rend plutôt optimiste. Au contraire, ce qui m'embêterait, c'est qu'on revienne à des visions trop sclérosées, mode par mode, etc., des affaires. Ça me paraîtrait complètement ringard et un petit peu 20e siècle, quoi. Mais enfin, on a passé l'âge. Hein. Merci beaucoup, Anne-Marie Drac. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions pour Anne-Marie. On est juste dans le timing, mais pas vous refusez ça. Alors, 2 questions. Vous êtes les premiers, vous serez les seuls pour qu'on ne prenne pas de retard. Adrien Bonnet du forum Vimobile. J'ai bien aimé le fait que vous parliez de faire système pour l'avenir, de mettre en lien tous les acteurs, etc. Est-ce que vous anticipez aussi potentiellement des évolutions dans les besoins en fait des transports de marchandises, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu, je trouve, avec les précédentes personnes qui disent qu'il y a du potentiel pour faire en fait ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière décarbonée. Juste c'est compliqué avec toutes les barrières que vous avez évoquées. Est-ce que vous anticipez aussi le fait qu'il y aura peut-être des baisses en termes de quantité demandée, de nouveaux usages, de nouveaux besoins avec peut-être d'autres crises qui vont arriver? Merci. Écoutez, il pourrait bien que ça aille dans le sens contraire. Et pour des très bonnes raisons. L'industrie verte, la réindustrialisation, on la souhaite. L'économie circulaire qui va avec, c'est de très très bonne aloi. Tous ces mouvements, qui ne seront pas à la minute, mais ils vont entraîner de profondes transformations logistiques. Et il n'est pas du tout impossible que sur le territoire national, ça fasse davantage de flux logistiques. Je vais prendre un exemple. L'acier. Vous pouvez soit importer le minerai dans des usines, bon, voilà, et donc là, ça fait beaucoup de transport maritime. Bon. Si on est sur des idées de recyclage des ferrailles, ben, ça fait plus de mouvements sur le territoire et ça fait davantage de lieux, de groupages, dégroupages, etc. Honnêtement, on ne sait pas trop encore. Hein, et l'un des sujets extrêmement importants quand on aborde les mobilités, en l'occurrence des marchandises, par les usages, c'est le rapprochement avec les questions industrielles. Et c'est pour ça que quand je parle de ce sujet, je commence par les chargeurs. Parce que ce sont eux qui déterminent la demande, le rythme des stocks, le niveau de massification, etc. Donc il va y avoir des transformations et il n'est pas impossible qu'elles soient, pour certains segments, plutôt dans le sens d'une augmentation des flux. En tout cas, pour l'économie circulaire, c'est un peu un paradoxe. À la fois, on réduit les distances, en principe, hein, mais ça fait pas mal de petits flux. Hein. Donc il y a des choses à travailler et un certain nombre de think tanks s'y mettent en relation avec les principales filières industrielles, l'acier, la chimie, l'agroalimentaire, la construction, enfin bon, les gros secteurs qui sont clients des transporteurs et des logisticiens. Je crois qu'il y a une autre question juste devant vous. On voit bien effectivement l'âge moyen du parc, en tous les cas sur les véhicules légers, progresser défavorablement, puisqu'on a encore pris 4 mois en plus sur l'année dernière. Et finalement, on voit bien que les consommateurs sont dans la difficulté de pouvoir investir sur des véhicules beaucoup plus onéreux. Je pense que c'est à peu près la même chose finalement pour les véhicules lourds, puisque finalement, même si c'est les chargeurs qui financent finalement directement... Et encore, c'est surtout le consommateur final qui, lui, devra aligner quelques euros en plus sur ses conditions de transport dans l'achat de son produit ou de ses produits. Et est-ce qu'aujourd'hui, on s'interroge, est-ce qu'on ne risque pas une rupture sociale forte autour de cette orientation qui est prise par l'Europe, hein, d'ailleurs, qui prévoit des clauses de revoyure, je crois, en 2026. Tout ça, mis bout à bout, me font me poser quelques questions autour de cette question. Voilà, donc... La question, c'est vraiment l'impact social que pourrait impliquer cette mono-solution. Alors moi, je suis neutre au point de vue des technologies, mais l'impact social il est évident. Il est particulièrement évident pour les voyageurs. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai dit à quel point je milite
comme beaucoup d'entre vous, comme Transdev par exemple, sur les cars express, ou comme Ecomove par exemple, sur les covoiturage ergonisé. Et quand on a vu les difficultés de mise en place des zones à faible émission, des ZFE, c'était à la fois pour des sujets industriels, puisqu'il y avait un certain nombre de véhicules qui tout simplement n'existaient pas, notamment pour les marchandises. Et puis pour ce sujet d'une espèce de taxe supplémentaire, une taxe de localisation, en quelque sorte, sur les ménages les plus fragiles. En ce qui concerne les transporteurs, c'est vrai que la majorité d'entre eux sont des toutes petites entreprises. Toutes petites entreprises. Et c'est pour ça qu'il va falloir trouver le moyen de partager ces coûts entre les uns et les autres, et puis aussi peut-être d'étaler un peu, honnêtement. On va tous dans le même sens et on prend tous les règles européennes extrêmement au sérieux, mais leur impact social fait partie du sujet. Et c'est pour ça que quand on parle d'aide, ce n'est pas simplement des aides pour des véhicules, mais en fait ce sont des aides pour des gens, que ce soit des personnes ou que ce soit des petites entreprises de transport routier. Et tout à l'heure, on a dit que ça avait un rapport avec la liberté, et je crois avoir dit que c'est un rapport aussi avec l'égalité, cette transformation. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas acceptable. C'est comme certains progrès technologiques. S'ils ne sont pas acceptables, tout simplement, il n'y a pas de marché. Et s'il n'y a pas de marché, ça ne marche pas.